Et si je vous disais que la quasi-totalité de ce que vous croyez savoir sur les Vikings, les pirates et les chevaliers n'est qu'une pure fiction, les casques à cornes, la marche sur la planche, ou encore l'honneur chevaleresque absolu, Hollywood et les romans nous ont légué des images marquantes et inoubliables. Mais quelle est leur part de vérité? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 50 des plus grandes idées reçues et mythes tenaces concernant ces figures légendaires. Nous allons plonger au cœur de l'histoire pour démêler le vrai du faux. Préparez-vous bien, car certaines révélations pourraient vous choquer et vous obliger à revoir les histoires que vous connaissez depuis l'enfance. Dites-nous d'ailleurs, quel est le mythe que vous avez cru être vrai toute votre vie? Laissez-le en commentaire avant de commencer, nous comparerons à la fin. Viking, pirate, chevalier, ces seuls mots font surgir un torrent d'images. Des pillards sanguinaires, des loups de mer intrépides, des nobles guerriers aux armures étincelantes. Mais comment ces figures sont-elles devenues des icônes culturelles, principalement grâce à l'ère romantique du XIXe siècle et bien sûr au cinéma du XXe? Auteurs et cinéastes se sont appuyés sur des faits historiques réels, mais ils ont embelli ces personnages, les rendant plus héroïques, plus sombres ou plus intrigants. Aujourd'hui, la vérité et la fiction sont si intimement liées qu'il est presque impossible de les différencier. Notre mission est de démêler cet écheveau complexe. Nous commencerons par les rudes guerriers du Nord, les Vikings, avant de hisser le Jolly Roger aux côtés des pirates, et nous terminerons notre analyse dans un château médiéval, en compagnie des chevaliers. Alors, prêts à naviguer sur les vagues de l'histoire, commençons par l'image sans doute la plus célèbre. Fermez les yeux et imaginez un Viking. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Évidemment, un guerrier barbu et puissant, coiffé d'un casque à cornes. Cette représentation est tellement ancrée dans notre culture qu'il est impossible d'imaginer un Viking sans elle. On le voit partout, dans les films, les dessins animés et même sur les emblèmes d'équipes sportives. Mais voici la vérité qui dérange. Les archéologues n'ont jamais découvert un seul, je dis bien un seul, casque viking muni de cornes. Ce mythe est apparu bien plus tard, au XIXe siècle. C'est l'artiste Karl Emil Doppler, chargé de créer les costumes pour l'opéra de Wagner, L'Anneau du Nibelung, qui a décidé d'ajouter une touche de dramaturgie aux guerriers en fixant des cornes à leur aume. Le public a adoré cette image et elle s'est largement popularisée. En réalité, les vrais casques vikings étaient beaucoup plus pratiques. La plupart du temps, il s'agissait de simples coiffes en fer, de forme conique ou hémisphérique, parfois dotées de protections pour le nez et les joues, comme le célèbre casque de Geirmundbu. Porteur des cornes au combat aurait été un véritable suicide. Elles auraient facilement pu s'accrocher à l'arme de l'ennemi, et un coup bien placé aurait suffi à vous briser la nuque. Un véritable viking, s'il avait croisé l'un de ses pairs portant un tel casque, l'aurait probablement pris pour un fou. Passons maintenant à un autre mythe très répandu, celui des Vikings, présentés comme de vulgaires barbares sales et non lavés. Au cinéma, on les voit souvent vêtus de peau déchirée, le visage et les cheveux couverts de crasse, une véritable horde de sauvages, semant la destruction partout où ils passent. Or, les découvertes archéologiques brossent un tableau radicalement différent. Sur les sites de leurs colonies, les archéologues mettent au jour une quantité impressionnante d'objets, des peignes, des pinces à épiler, des rasoirs et même des cure-oreilles. Ces outils, souvent fabriqués à partir d'os ou de bois de cervidés, étaient fréquemment décorés avec soin. Les chroniques anglo-saxonnes, rédigées par leurs ennemis, notent d'ailleurs avec surprise que les Danois, c'est-à-dire les Vikings, se peignaient les cheveux tous les jours, se lavaient chaque samedi et changeaient régulièrement de vêtements. Comparés aux populations locales, ils devaient de faire figure de véritables maniaques de la propreté. Ils accordaient aussi une grande importance aux vêtements colorés et aux bijoux. L'image du sauvage vêtu de fourrure crasseuse est donc à réserver aux récits de fantaisie. Les vrais Vikings, eux, prenaient grand soin de leur hygiène et de leur apparence. On entend souvent dire que le terme « viking » désigne un peuple entier, qu'il est synonyme de « scandinave ». Pourtant, ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, le mot « viking » ne désignait pas une nationalité, mais plutôt une activité, une profession,
Un viking était une personne qui partait en viking, c'est-à-dire en expédition maritime pour piller ou commercer. La majorité des Scandinaves, à l'époque des Vikings, des fermiers, des artisans, des marchands, n'ont jamais participé à de telles expéditions et n'étaient donc pas des Vikings. Qui plus est, tous les Vikings n'étaient pas scandinaves. Leurs troupes pouvaient inclure des Slaves, des Baltes ou des Finnois. Il s'agissait plutôt d'une fraternité internationale de guerriers et d'aventuriers. Quelqu'un pouvait être viking dans sa jeunesse, puis rentrer chez lui, acheter des terres et redevenir un simple agriculteur. Assimiler tous les habitants de la Scandinavie de cette époque à des vikings, c'est un peu comme appeler tous les Italiens du XVe siècle des condottières. C'est une simplification excessive. L'un des mythes les plus terrifiants concernant les vikings est lié à une méthode d'exécution rituelle, l'aigle de sang. Selon les légendes, les vikings ouvraient le dos de leurs victimes, brisaient les côtes et tiraient les poumons vers l'extérieur, formant ainsi une macabre paire d'ailes. Cette image est fréquemment utilisée dans les séries télévisées modernes pour illustrer leur brutalité. Pourtant, la majorité des historiens contemporains s'accordent à dire que l'aigle de sang est plus une fiction littéraire qu'une pratique réellement attestée. Ces mentions proviennent uniquement des sagas, des textes rédigés plusieurs siècles après les événements et qui sont remplis d'exagérations poétiques. Il n'existe aucune preuve archéologique de ce supplice, ni aucun témoignage contemporain de l'époque viking. Il s'agissait probablement d'une simple légende effrayante, une sorte d'histoire d'horreur inventée par les Skaldes pour souligner la puissance et l'impitoyabilité de leurs héros. Les exécutions réelles chez les Vikings étaient certes brutales, mais beaucoup plus prosaïques, la pendaison, la décapitation ou la noyade. Un autre cliché saisissant, mais totalement faux, celui des Vikings buvant dans le crâne de leurs ennemis. Cette image est restée profondément ancrée dans l'imaginaire collectif comme un symbole de leur barbarie. En réalité, ce mythe est né d'une simple erreur de traduction. Dans un poème danois du XVIe siècle décrivant un festin au Valhalla, il est dit que les guerriers boivent dans des branches courbées de crâne. Or, cette expression poétique faisait référence aux cornes à boire classiques, celles qui, vous l'aurez compris, poussent sur le crâne des animaux. Malheureusement, le traducteur a pris la phrase au pied de la lettre et c'est ainsi qu'est née la légende de cette macabre coutume. Certes, les Vikings n'étaient ni végétariens ni pacifistes, mais utiliser des restes humains comme vaisselle ne faisait absolument pas partie de leur tradition. Pour leur festin, ils utilisaient de belles coupes en bois ou en argile et bien sûr des cornes à boire richement décorées. Certaines d'entre elles étaient de véritables œuvres d'art, souvent rehaussées d'argent. On a souvent tendance à réduire les Vikings à n'être que des pillards et des guerriers qui passaient leur temps à sillonner les mers pour incendier des monastères. Certes, les raids étaient une composante essentielle de leur existence, mais ce n'est qu'une facette de la réalité. Les Vikings étaient aussi d'habiles commerçants, des explorateurs audacieux et des colonisateurs. Leurs réseaux commerciaux s'étendaient de l'Amérique du Nord jusqu'à Bagdad. Ils échangeaient des fourrures, de l'ambre, de l'ivoire de Morse et des esclaves, contre de l'argent, de la soie, des épices et du verre. Ils ont fondé des villes majeures comme Dublin en Irlande et sont considérés comme les créateurs de la Rousse de Kiev, selon la théorie normande. Ce sont eux les premiers Européens à avoir atteint les côtes de l'Amérique du Nord, 5 siècles avant Christophe Colomb. Leur société était régie par un système juridique complexe. Ils possédaient leurs propres assemblées législatives, les Things ou Tings, où les hommes libres prenaient les décisions importantes. Réduire toute leur civilisation au simple pillage, c'est donc largement sous-estimer leur contribution à l'histoire du monde. On entend souvent dire que dans la société viking, les femmes n'avaient absolument aucun droit, se cantonnant uniquement aux tâches domestiques et à l'éducation des enfants. C'est en réalité très éloigné de la vérité. Comparées à leurs homologues dans la plupart des autres sociétés européennes de l'époque, les femmes scandinaves jouissaient de droits étonnamment étendus. Elles pouvaient posséder des terres, hériter de biens et même exiger le divorce si leur mari les maltraitait. Lorsque l'homme partait en expédition, c'est la femme qui devenait la maîtresse de maison à part entière et gérait l'intégralité du domaine.
Le symbole de ce statut était les clés qu'une femme mariée portait ostensiblement à sa ceinture. Et qu'en est-il des femmes guerrières, les fameuses vierges au bouclier? Pendant longtemps, on les a considérées comme de pures figures mythologiques, mais de récentes découvertes archéologiques, comme la tombe d'un guerrier armé à Birka, dont l'analyse génétique a révélé qu'il s'agissait d'une femme, forcent les chercheurs à revoir cette perspective. Il est donc possible que les femmes guerrières n'aient pas été si rares que cela. Dans l'imaginaire collectif, le drakkar est souvent confondu avec n'importe quel navire viking. Cependant, le terme drakkar désigne en réalité un type bien spécifique de navire de guerre, et le plus imposant de tous. Son nom, signifiant littéralement navire-dragon, vient de la tête sculptée qui ornait sa proue. Cette tête avait pour fonction d'effrayer les esprits malveillants autant que les ennemis. Ces navires servaient de fleurons aux flottes et appartenaient aux konungs, c'est-à-dire aux rois et aux jarls les plus puissants. Mais les Vikings ne se contentaient pas de ce seul modèle. Ils possédaient une grande variété d'embarcations. On trouvait par exemple le snekar, un navire de guerre plus léger et manœuvrable qui constituait l'épine dorsale de leur force navale. Pour le commerce et le transport de marchandises, ils utilisaient les knorr, des bateaux plus larges, plus volumineux et surtout conçus pour les traversées océaniques. Ce sont d'ailleurs ces knorr qui permirent aux Vikings d'atteindre l'Islande, le Groenland et même l'Amérique. Tous ces navires étaient de véritables chefs d'œuvre d'architecture navale pour l'époque. Leur construction ingénieuse, caractérisée par un bordage à clin et une quille souple, leur conférait une triple qualité: robustesse, vitesse et la capacité de naviguer aussi bien en haute mer que sur les rivières peu profondes. On imagine souvent les Vikings comme des géants immenses, blonds aux yeux bleus. Ce cliché trouve en grande partie son origine dans la propagande nazie, qui cherchait à en faire l'archétype de la race aryenne. En réalité, l'apparence des Vikings était très variée. Bien sûr, les blonds étaient nombreux, mais on trouvait tout autant de roux et de bruns. L'étude des squelettes révèle que la taille moyenne d'un homme viking était d'environ 1,70 m. C'était un indicateur assez élevé pour l'époque, mais cela ne faisait absolument pas d'eux des géants. De plus, comme nous l'avons déjà mentionné, leurs troupes étaient composées de membres de différentes nations, ce qui augmentait encore la diversité physique. Fait intéressant, certains vikings plus foncés, en particulier les hommes, utilisaient une pâte alcaline spéciale. Leur objectif, décolorer leurs cheveux et leur barbe pour obtenir un blond platine. C'était considéré comme très tendance et pourrait avoir eu une signification rituelle. L'idée reçue selon laquelle tous les Vikings étaient des païens, vouant un culte à Odin et à Thor, n'est que partiellement exacte. L'ère viking, qui s'est étendue du 8e au 11e siècle environ, fut une période de grandes mutations, y compris sur le plan religieux. Au tout début de cette période, la majorité des Scandinaves étaient effectivement païens. Cependant, au fil de leurs échanges avec l'Europe chrétienne, la nouvelle foi a progressivement gagné le Nord. Ce processus de christianisation fut long et, il faut le dire, souvent violent. Beaucoup de Vikings se sont convertis par pragmatisme politique ou économique afin de faciliter les échanges commerciaux avec le reste de l'Europe. Pendant un temps, les deux religions ont coexisté. Les archéologues découvrent d'ailleurs des amulettes où la croix chrétienne côtoie le marteau de Thor. Vers la fin de l'ère viking, soit au XIe siècle, la plupart des royaumes scandinaves avaient déjà officiellement embrassé le christianisme. Ainsi, l'image du viking farouchement païen est surtout caractéristique du début de cette période historique. Montons à bord d'un bateau pirate. Quelle est la punition la plus célèbre pour ceux qui désobéissent? Évidemment, c'est de faire marcher le malheureux sur la planche. On l'a vu des centaines de fois, les yeux bandés sous la menace des armes, l'homme fait ses derniers pas au-dessus des eaux infestées de requins. Ça a l'air effrayant et tellement typique de la piraterie. Mais en réalité, cette pratique n'était presque jamais utilisée. Cette image a été popularisée par la littérature, notamment dans L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Dans les documents historiques de l'âge d'or de la piraterie, c'est-à-dire la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, les mentions de la marche sur la planche sont extrêmement rares,
quasiment inexistante. Les pirates avaient des méthodes de représailles bien plus rapides et efficaces. Le plus souvent, les prisonniers ou les mutins étaient simplement jetés par-dessus bord, tués sur le champ, ou, dans un acte de clémence particulier, abandonnés sur une île déserte avec une bouteille d'eau et un pistolet chargé d'une seule balle. C'était ce qu'on appelait le marronnage ou marounage. La marche sur la planche est donc plus un artifice hollywoodien destiné à créer du drame qu'une véritable pratique de la piraterie. Un autre attribut indispensable du pirate est la carte au trésor, où une croix bien grasse marque l'endroit exact où est enterré le coffre d'or. X marque l'endroit est une formule qui est elle aussi passée à la postérité. Hélas, il s'agit encore une fois d'une pure invention littéraire popularisée, vous l'aurez deviné, par l'île au trésor. Les vrais pirates, eux, n'enterraient presque jamais leur butin. Pourquoi l'auraient-ils fait? C'était tout bonnement illogique. Ils avaient besoin de cet argent immédiatement pour le dépenser en rhum, en femmes et en divertissement dans les ports pirates notoires comme Tortuga ou Port-Royal. Le butin, que l'on appelait la prise, était généralement réparti entre les membres de l'équipage juste après la capture du navire, selon les parts définies par le code des pirates. Le conserver sous terre était trop risqué. Vous pouviez mourir, et votre magot serait alors perdu à jamais. Le seul cas connu d'un pirate ayant réellement enterré un trésor est celui du capitaine William Kidd, mais il l'a fait par désespoir, dans l'espoir d'utiliser plus tard ce trésor comme monnaie d'échange pour sa propre défense. Il fut pendu malgré tout, et le peu de trésors retrouvés n'a fait qu'alimenter l'imagination des chasseurs de trésors pour les siècles à venir. L'image classique du pirate borgne, arborant son éternel bandeau noir, est profondément ancrée dans notre imaginaire. On suppose souvent que ce cache-œil servait uniquement à dissimuler une blessure de guerre. Bien sûr, c'était parfois le cas, mais le bandeau avait en réalité une autre fonction, bien plus pragmatique. Imaginez une bataille navale. Les pirates devaient constamment alterner entre le pont, baigné de lumière vive par le soleil, et les espaces intérieurs sombres, voire complètement obscurs, comme la cale. Il faut du temps à l'œil humain pour s'adapter à un changement d'éclairage aussi brutal. Et c'est précisément là qu'intervenait le bandeau. L'un des yeux, constamment masqué, restait ainsi parfaitement habitué à l'obscurité. En s'engouffrant dans la cale, le pirate n'avait qu'à glisser le bandeau sur l'autre œil. Il pouvait alors immédiatement distinguer les formes dans la pénombre, s'assurant ainsi un avantage tactique décisif au combat. Le bandeau n'était donc pas qu'un simple témoignage de blessure. C'était en réalité l'équivalent d'une paire de lunettes de vision nocturne du XVIIe siècle. Le Jolly Roger, ce célèbre drapeau noir orné d'une tête de mort et de tibias croisés, est devenu le symbole universel de la piraterie. Mais c'est une erreur de croire que tous les pirates naviguaient sous le même pavillon. En réalité, de nombreux capitaines arboraient leur propre conception, souvent unique et terrifiante. Par exemple, le drapeau de Barbe Noire représentait un squelette transperçant un cœur d'une lance, tout en tenant un sablier dans l'autre main. Le message était sans ambiguïté, « Votre heure est venue ». Calico Jack Rackham, lui, avait choisi des sabres d'abordage croisés, placés sous une tête de mort. Quant à Bartholomew Roberts, il s'était fait représenter debout sur deux crânes, symbolisant les têtes des gouverneurs qui le traquaient. Il est bon de noter que les pirates ne naviguaient pas toujours sous le pavillon noir. À l'approche de leurs victimes, ils hissaient, souvent, le drapeau d'un pays ami, afin de s'approcher sans éveiller les soupçons. Et ce n'est qu'au dernier moment, quand il était déjà trop tard pour fuir, qu'ils arboraient leur véritable pavillon. C'était une tactique psychologique. Le pavillon noir était en réalité une invitation à se rendre sans combat. S'il hissait, en revanche, un drapeau rouge, le signal était clair, aucune pitié ne serait accordée à quiconque. L'image du perroquet posé sur l'épaule du pirate nous a été offerte par l'île au trésor, et son célèbre personnage, Long John Silver, accompagné de son volatile baptisé Capitaine Flint. Certes, les marins, et par conséquent les pirates, rapportaient souvent des animaux rares et exotiques, tels que des singes ou des perroquets, de leurs voyages lointains. Ces bêtes se vendaient d'ailleurs très bien et à bon prix en Europe. Cependant, maintenir un volatile sur son épaule en pleine bataille ou lors de la manipulation du gréement
aurait été excessivement dangereux et peu pratique. Le perroquet aurait risqué de paniquer, de s'agripper avec ses serres, voire d'empêcher toute manœuvre au moment le plus critique. Par conséquent, si les pirates possédaient des perroquets, ils les gardaient très probablement dans des cages, que ce soit comme une marchandise à vendre ou simplement pour le divertissement à l'arrêt, et non comme un coéquipier de combat permanent. L'image du pirate avec son perroquet reste un détail charmant et romantique, mais il est fort peu probable qu'elle ait été monnaie courante dans la réalité historique. Beaucoup de gens imaginent les navires pirates comme d'énormes frégates lourdement armées, du genre du Black Pearl dans Pirates des Caraïbes. En réalité, la majorité des pirates optaient pour des bateaux plus modestes, mais bien plus rapides et maniables. Les navires pirates idéaux étaient le sloop ou la goélette. Ces navires avaient un faible tirant d'eau, ce qui leur permettait de naviguer aisément dans les eaux peu profondes, de se cacher dans des criques et surtout d'échapper à la poursuite des grands vaisseaux de guerre qui, eux, restaient bêtement échoués. La vitesse et l'effet de surprise constituaient la principale arme des pirates, bien plus que la puissance de feu. Ils évitaient de s'engager dans de longs duels d'artillerie, préférant approcher rapidement le navire marchand ciblé, le prendre d'assaut et le capturer au corps à corps. Les grands navires, quant à eux, nécessitaient un équipage nombreux, d'importantes provisions et étaient bien plus difficiles à manœuvrer, ce qui les rendait tout simplement peu rentables pour la chasse pirate. Il existe un mythe romantique autour du Code des pirates, ce prétendu recueil de règles nobles que tous les gentilshommes de fortune auraient suivi. La vérité est qu'il n'y a jamais eu de code unique. En revanche, chaque navire pirate possédait bel et bien son propre règlement intérieur, que l'on désignait sous le nom d'article de l'accord. Avant le départ, tout l'équipage devait signer ce document ou y apposer sa croix. Ces articles définissaient les règles de conduite à bord et le système de sanctions en cas de faute, que ce soit pour le vol entre camarades ou la lâcheté au combat. Mais surtout, le règlement établissait une répartition très claire du futur butin. Le capitaine recevait généralement une part double ou une part et demie, tout comme le quartier-maître, ce dernier étant le représentant élu de l'équipage, tandis que les autres hommes recevaient une part simple. Les blessés avaient également droit à une compensation. Une somme prédéfinie était versée depuis la caisse commune pour la perte d'une main ou d'une jambe. Ce n'était donc pas un code d'honneur, mais plutôt un contrat de travail extrêmement pragmatique, conçu pour garantir la discipline et l'ordre à bord du navire. Au cinéma, on voit souvent les pirates s'affronter avec des rapières, fines et élégantes. C'est très esthétique, mais ce type d'arme était tout sauf pratique lors d'un combat d'abordage, surtout sur un pont étroit et ballotté par les vagues. La rapière excelle pour un duel en 1 contre 1 où l'espace permet la manœuvre. L'arme blanche de prédilection des pirates était en réalité le sabre d'abordage, le fameux cutlass, court, lourd et large. Ce sabre était idéal dans la mêlée. Il permettait non seulement d'estoccader, mais surtout de frapper de taille et de trancher. Sa lame lourde pouvait facilement couper les cordages et les gréements, tout en traversant les protections légères. En complément du sabre, les pirates utilisaient massivement des pistolets. Comme ces armes n'étaient qu'à un seul coup, chaque pirate en portait plusieurs, glissés dans sa ceinture. Une fois la balle tirée, le pistolet se transformait en une simple matraque. On utilisait également des haches, des couteaux, sans oublier les grenades à main, de petites boules en fonte munies d'une mèche. Le rhum était incontestablement la boisson favorite des pirates et des marins de l'époque. Cependant, l'idée qu'ils en consommaient en permanence et en quantité phénoménale est largement exagérée. À bord des navires, surtout lors des longues traversées, l'eau douce se gâtait rapidement et devenait imbuvable. Pour la purifier et en améliorer le goût, on y ajoutait de l'alcool, du rhum ou de la bière. On obtenait ainsi le grog. Ce breuvage faiblement alcoolisé faisait partie de la ration quotidienne de l'équipage. Certes, une fois à terre, dans les ports, les pirates pouvaient ne faire ripaille et s'enivrer jusqu'à l'oubli, dilapidant leur part du butin. Mais en mer, et surtout avant le combat, le capitaine et le quartier-maître veillaient scrupuleusement au maintien de la discipline. L'ivresse pendant la garde ou avant une bataille était sévèrement punie, car la vie
de chacun dépendait de la lucidité et de la cohésion de l'équipage. Le cinéma a véhiculé le stéréotype selon lequel les pirates étaient tous anglais ou, à la rigueur, espagnols. En réalité, la communauté pirate était étonnamment multinationale. À bord d'un seul navire, on pouvait trouver des Anglais, des Français, des Hollandais, des Portugais, des Irlandais, des Écossais et même d'anciens esclaves venus d'Afrique. Pour beaucoup d'esclaves ou de serviteurs en fuite, la piraterie représentait l'unique chance d'accéder à la liberté et à l'égalité. À bord d'un navire pirate, la couleur de la peau ou la langue parlée n'avait aucune importance. L'essentiel était la manière dont on se battait et le respect des articles de l'accord. C'était un véritable creuset où des individus de nationalité et d'origine sociale variées s'unissaient autour d'un objectif commun, le profit. C'est pourquoi les équipages de pirates figuraient parmi les communautés les plus internationales de leur époque. Dans la culture populaire, les pirates sont souvent décrits comme des anarchistes, des marginaux, les ennemis jurés de toute autorité établie. C'est en partie vrai. Pourtant, il est essentiel de faire la distinction entre un simple pirate et ce qu'on appelait un corsaire ou un flibustier. Le corsaire était, pour ainsi dire, un pirate légal. Il recevait de son gouvernement un document spécial, la fameuse lettre de marque, qui l'autorisait à attaquer les navires des puissances ennemies en temps de guerre. Le butin qu'il amassait était ensuite partagé avec le trésor. Beaucoup de pirates célèbres, tels que Sir Francis Drake ou le capitaine Henry Morgan, ont en réalité passé la majeure partie de leur carrière comme corsaires, œuvrant au service de la couronne britannique. Une fois la guerre terminée, la lettre de marque devenait caduque. Certains capitaines reprenaient alors une vie plus paisible. D'autres, ne voulant pas renoncer à ce métier si lucratif, continuaient de piller les navires à leurs risques et périls. C'est là qu'ils devenaient de véritables pirates, des hors-la-loi aux yeux de toutes les nations. L'imaginaire collectif veut que la piraterie ait été une affaire purement masculine. Pourtant, l'histoire regorge d'exemples de femmes pirates célèbres, tout aussi redoutables que leurs homologues masculins. Les plus connues d'entre elles sont Anne Bonny et Mary Read, qui naviguaient sous les ordres de Calico Jack Rackham. Elles s'habillaient en hommes, maniaient les armes avec brio et étaient réputées pour leur courage et leur férocité au combat. Quand leur navire fut finalement capturé, elles furent les seules, avec un autre pirate, à opposer une résistance farouche, le reste de l'équipage étant totalement ivre. Toutes deux ont été condamnées à la pendaison, mais elles ont échappé à l'exécution en déclarant être enceintes. Leur sort final demeure d'ailleurs incertain. Une autre figure légendaire est la chinoise Qing Shi, qui, au début du XIXe siècle, commandait une gigantesque flotte pirate composée de centaines de navires et de dizaines de milliers d'hommes. Elle était si puissante que le gouvernement chinois finit par lui offrir l'amnistie complète en échange de l'arrêt de ses actes de piraterie. L'idée reçue selon laquelle les pirates s'exprimaient avec un accent bien spécifique, ponctué d'interjections comme « yo-ho-ho » et de jurons tels que « en avant toutes 1000 sabords », est en réalité l'œuvre de l'acteur Robert Newton. Dans les années 50, il a incarné Long John Silver dans l'adaptation cinématographique de L'île au trésor. C'est pour ce rôle qu'il a inventé cet accent roulant si caractéristique, en s'inspirant du dialecte de sa région natale en Angleterre, le West Country. Ce personnage a connu un tel succès qu'il est rapidement devenu le standard hollywoodien pour représenter les flibustiers à l'écran. Or, comme nous l'avons déjà souligné, les équipages de pirates étaient dans la réalité souvent multinationaux. À bord d'un navire, on pouvait entendre une foule d'accents et de langues différentes. Il n'a jamais existé de parler pirate unifié. C'est donc simplement une nouvelle touche pittoresque ajoutée par le 7e art à l'image romantique du bandit des mers. Dans les romans d'aventure, les pirates enlèvent souvent de grandes dames et des filles de gouverneurs pour exiger une rançon. Dans la réalité, cependant, les pirates cherchaient à tout prix à éviter d'embarquer des femmes. Sur de nombreux navires pirates, le code de conduite ou les articles de chasse-partie contenaient même une clause spécifique interdisant leur présence à bord. On considérait qu'elles portaient un malheur et, plus important encore,
qu'elles provoquaient des conflits et des querelles attisés par la jalousie au sein d'un équipage strictement masculin. Les pirates prenaient des captifs, certes, mais il s'agissait principalement de personnes utiles, des charpentiers, des médecins ou des navigateurs, qu'ils pouvaient forcer à servir. Sinon, ils capturaient d'importants fonctionnaires ou de riches marchands pour lesquels une bonne rançon était assurée. Enlever des femmes était perçu comme une entreprise trop compliquée, trop risquée, et qui ne promettait pas un grand profit. On entend souvent dire que tous les pirates étaient des brutes sanguinaires, des assassins impitoyables qui ne faisaient preuve d'aucune pitié. Certes, il y avait des sadiques comme Edward Law qui prenaient un malin plaisir à la torture, mais pour la majorité d'entre eux, la violence n'était pas une fin en soi, c'était un simple instrument. Leur objectif principal était de s'emparer du navire et de sa cargaison avec un minimum de pertes de leur côté. C'est pourquoi ils entretenaient une image terrifiante. Le drapeau noir, les cris sauvages, les armes menaçantes, tout cela faisait partie d'une attaque psychologique visant à forcer l'équipage du navire marchand à se rendre immédiatement. Si la victime s'inclinait sans résistance, en général, on ne la touchait pas. On prenait les objets de valeur et on la laissait partir. La cruauté était réservée principalement à ceux qui osaient se rebeller ou résister. En effet, les rumeurs d'impitoyabilité jouaient en leur faveur. La fois suivante, les capitaines marchands réfléchissaient à 2 fois avant d'engager le combat. Replongeons dans l'ère médiévale, à l'époque des nobles chevaliers. Dans notre imaginaire, ils sont toujours revêtus d'armures de plate polies comme des miroirs. Qu'ils partent pour un tournoi ou une croisade, le soleil se reflète sur leur acier étincelant. C'est une belle image, mais elle n'est pas entièrement exacte. Premièrement, l'armure de plate complète couvrant l'intégralité du corps ne s'est vraiment généralisée qu'à la fin du Moyen Âge, c'est-à-dire à partir du XVe siècle environ. Avant cela, les chevaliers portaient principalement des cottes de mailles, des casques et seulement quelques plaques de métal pour protéger les zones les plus vulnérables. Deuxièmement, les armures étaient loin d'être toujours brillantes. Les polir jusqu'à ce qu'elles scintillent était un processus extrêmement laborieux. Sur le champ de bataille, elles se couvraient rapidement de boue, de rouille et de bosses. Leur aspect brillant était donc généralement réservé aux parades, aux tournois ou lorsque le chevalier cherchait à faire bonne impression. D'ailleurs, les armures étaient souvent brunies, c'est-à-dire recouvertes d'une couche d'oxyde de fer afin de les protéger efficacement contre la corrosion. Ces pièces d'équipement étaient alors d'un bleu foncé, voire d'un noir mat. Il existe un mythe tenace selon lequel l'armure du chevalier était si incroyablement lourde et encombrante que s'il tombait de son cheval, il lui était impossible de se relever sans aide. C'est une pure exagération. Certes, un harnois complet destiné au combat, composé de plates d'acier, pesait son poids, généralement entre 20 et 30 kg. Toutefois, cette charge était extrêmement bien répartie sur l'ensemble du corps, à l'inverse du paquetage d'un soldat moderne, dont le poids repose souvent uniquement sur les épaules. Une armure bien ajustée, aux mesures du chevalier, n'entravait presque pas ses mouvements. Il pouvait courir, sauter, faire des roulades et, bien entendu, se relever seul s'il était à terre. De nombreuses preuves historiques et expériences contemporaines viennent d'ailleurs confirmer ce fait. Des difficultés pouvaient apparaître si le chevalier était désarçonné ou renversé dans la boue ou l'eau, ou s'il était blessé. Mais le poids de l'équipement, à lui seul, n'avait pas la capacité de transformer le guerrier en tortue impuissante. Il est vrai que les armures de joute et de tournoi étaient effectivement plus lourdes que les armures de combat, mais elles étaient conçues spécifiquement pour d'autres usages. Nous avons l'habitude de considérer les chevaliers comme de nobles défenseurs des faibles et des opprimés, adhérant rigoureusement à un code d'honneur et de courtoisie. Cette image, façonnée par la littérature médiévale et les romans de chevalerie, cache en réalité une vérité bien plus complexe. Certes, il existait un idéal de conduite chevaleresque qui comprenait la fidélité au Seigneur, la bravoure au combat, la défense de l'Église et la miséricorde envers les ennemis de même statut. Cependant, dans la pratique, nombre de chevaliers n'étaient que de simples guerriers professionnels, souvent brutaux et pragmatiques. En dehors des champs de bataille, ils pouvaient piller les paysans, commettre des actes de brigandage sur les routes et adopter des comportements loin d'être courtois.
C'était particulièrement le cas des fameux Raubritter, les chevaliers brigands d'Allemagne. Quant à la notion de courtoisie et au service rendu à la belle dame, il relevait davantage du jeu littéraire que d'un véritable guide de conduite. De plus, cette attitude chevaleresque s'appliquait avant tout aux autres nobles. Elle ne s'étendait généralement pas aux gens du peuple. Au cinéma ou dans les romans, les tournois de chevaliers sont souvent dépeints comme des combats à mort, où les participants s'affrontent jusqu'à l'épuisement pour divertir la foule. Pourtant, en réalité, les tournois classiques s'apparentaient davantage à une compétition sportive, l'équivalent médiéval de la Formule 1. Le but principal n'était pas de tuer l'adversaire, mais de démontrer sa bravoure, sa maîtrise des armes, et surtout de faire fortune. Certes, les blessures et même les décès arrivaient, mais ils étaient généralement considérés comme des accidents. Pour limiter les risques, on utilisait d'ailleurs des armes spécialement émoussées, dites de tournoi. L'épreuve reine était la joute équestre. L'objectif était soit de désarçonner l'adversaire, soit de briser sa propre lance sur son bouclier ou son armure. Le chevalier perdant devait céder au vainqueur son équipement et son cheval, une perte financière considérable. Pour les chevaliers moins fortunés, les tournois étaient donc un excellent moyen de renflouer leurs caisses. Il est vrai que les duels mortels jusqu'à la dernière goutte de sang existaient, mais ils relevaient d'une catégorie distincte, celle des duels judiciaires et non des compétitions purement divertissantes. L'image romantique du chevalier sauvant une belle dame des griffes d'un dragon ou d'un baron maléfique est l'un des mythes les plus persistants. Ce scénario était au cœur de nombreux romans de chevalerie. Cependant, dans la réalité de la société noble médiévale, le mariage était avant tout une alliance politique et économique. Ils étaient arrangés par les parents dans le but d'unir des terres, de sceller une alliance ou d'obtenir une dot. Les sentiments des jeunes gens étaient rarement pris en compte. Bien sûr, cela ne signifie pas que l'amour n'existait pas, mais il n'était absolument pas le fondement du mariage. Quant au sauvetage de la dame, il s'agissait le plus souvent d'un simple enlèvement d'héritière, visant à l'épouser de force pour s'emparer de ses terres. Il s'agissait d'un crime assez répandu au Moyen-Âge. La réalité était donc bien éloignée des ballades romantiques. Nombreux sont ceux qui pensent que le terme « chevalier » n'est qu'un simple synonyme de guerrier médiéval en armure. Pourtant, la chevalerie était bien plus qu'une profession. C'était avant tout un statut social, réservé à la strate inférieure de l'aristocratie féodale. Devenir chevalier nécessitait un long et rigoureux parcours. Le jeune homme, issu d'une famille noble, commençait comme page à la cour d'un seigneur. Là, il apprenait les bonnes manières et les rudiments de l'art militaire. Ensuite, à l'adolescence, il devenait écuyer. Il était au service d'un chevalier, s'occupant de son cheval et de son équipement, et l'accompagnait au combat. Ce n'est qu'après avoir fait ses preuves qu'il pouvait aspirer à l'adoubement. La cérémonie d'adoubement était un rituel essentiel. Le candidat passait la nuit en prière. Puis, le seigneur lui frappait l'épaule du plat de l'épée, prononçant une formule rituelle. Tout noble ne devenait pas chevalier, et inversement, tout combattant en armure n'en était pas un. Il existait de simples hommes d'armes et des mercenaires qui n'appartenaient pas à l'ordre de la chevalerie. Au cinéma, nous voyons fréquemment des chevaliers brandir d'énormes épées à deux mains, tranchant leurs adversaires sans effort. Des armes comme le Zweihänder ou le Claymore ont bel et bien existé, mais elles ne constituaient pas l'armement principal du chevalier. Il s'agissait plutôt d'armes très spécialisées, souvent maniées par les fantassins lansquenets, utilisées notamment pour briser ou déstabiliser les rangs des piquiers. L'épée typique du chevalier était une arme à une main, mesurant environ 90 cm et pesant à peine plus d'1 kilogramme. Parfaitement équilibrée, elle permettait de frapper efficacement de taille et d'estoc, que l'on soit à cheval ou en combat au sol. L'autre main, bien sûr, était réservée au bouclier. Plus tard, avec le perfectionnement de l'armure de plate, les épées bâtardes, ou à une main et demie, ont gagné en popularité, car elles pouvaient être maniées au choix avec une ou deux mains. Néanmoins, même ces modèles n'avaient rien à voir avec les lames gigantesques et totalement impossibles à soulever que nous présente le cinéma hollywoodien. Le droit de cuissage, ou jus primae noctis, est le droit supposé
qu'aurait eu le seigneur féodal de passer la première nuit de noces avec l'épouse de n'importe lequel de ses vassaux ou paysans. Cet usage est fréquemment cité comme l'exemple archétypal de la cruauté et de l'arbitraire des seigneurs médiévaux. Pourtant, la grande majorité des historiens médiévistes contemporains s'accordent à dire que ce droit n'a jamais existé sous une forme légale. Il n'existe aucune loi, aucun texte juridique, ni aucune preuve documentaire attestant de cette pratique comme un droit institué. Il s'agit très probablement d'une légende noire, élaborée durant le siècle des Lumières dans le but de critiquer et de discréditer les âges sombres, ainsi que le système féodal. Bien sûr, un seigneur puissant était toujours en mesure d'abuser de son autorité et de contraindre des femmes. Cependant, cela relevait alors d'un acte de violence, d'un abus de pouvoir illégal, et non d'un droit légitimé. On fait parfois mention d'une redevance payée par le paysan au seigneur pour obtenir l'autorisation de se marier, appelée le fort mariage. Il est fort probable que cette taxe ait été, par la suite, mal interprétée ou déformée, devenant le substitut symbolique du droit de la première nuit. On entend souvent dire que les chevaliers méprisaient l'arc et l'arbalète, les considérant comme des armes ignobles et lâches, permettant à un simple roturier d'abattre un noble à distance. C'est en partie vrai. Idéologiquement, le chevalier privilégiait le corps à corps, où il pouvait faire preuve de sa vaillance personnelle. L'Église catholique a même tenté d'interdire l'usage de l'arbalète contre d'autres chrétiens. Cependant, en pratique, les chevaliers étaient de grands pragmatiques. Ils comprenaient parfaitement l'efficacité des armes à distance et les utilisaient activement. Beaucoup de nobles et de chevaliers étaient eux-mêmes d'habiles archers et arbalétriers, notamment à la chasse. Pendant les croisades, les Européens ont d'ailleurs vite apprécié la puissance des arcs sarrasins. Ainsi, malgré le rejet idéologique dans la guerre réelle, les chevaliers ne se privaient ni des arcs ni des arbalètes, engageant des corps entiers de tireurs pour appuyer leurs assauts. La ceinture de chasteté est un dispositif terrifiant que les chevaliers auraient imposé à leurs épouses avant de partir en longue campagne afin de s'assurer de leur fidélité. Cette image d'une structure métallique verrouillée s'est profondément ancrée dans notre culture comme le symbole ultime de la misogynie médiévale. Pourtant, tout comme le fameux droit de cuissage, la ceinture de chasteté est considérée par les historiens comme une pure invention. Il n'existe aucune preuve historique fiable que de tels dispositifs aient réellement été utilisés durant le Moyen Âge. D'ailleurs, la majorité des ceintures de chasteté exposées dans les musées se sont révélées être des contrefaçons datant du XIXe siècle. L'idée même d'une telle ceinture est absurde d'un point de vue médical. La porter aurait rapidement engendré de graves infections et des complications sanitaires. Il est fort probable qu'il s'agisse d'une invention plus tardive, d'une métaphore ou même d'une image satirique qui, avec le temps, a été prise au pied de la lettre. À cause de films comme Braveheart, on s'imagine souvent les batailles médiévales comme une mêlée chaotique où deux foules de guerriers se précipitent l'une sur l'autre et s'entretuent sans aucun ordre. En réalité, les commandants médiévaux maîtrisaient la tactique et la stratégie. Les batailles étaient méticuleusement planifiées. L'armée était déployée selon un ordre de bataille précis. Généralement, l'infanterie occupait le centre tandis que la cavalerie tenait les flancs. On utilisait aussi souvent des réserves, que l'on engageait au moment décisif. La cavalerie chevaleresque constituait la principale force de frappe. Leur attaque, que l'on appelait le coup de bélier, était une arme terrible. Les chevaliers, lancés au galop dans une formation très serrée, s'écrasaient littéralement contre les lignes ennemies. Cependant, l'infanterie a appris à y résister, notamment en utilisant de longues piques et des formations solides, comme la fameuse bataille suisse. Par conséquent, une bataille médiévale n'était pas une boucherie chaotique, mais bien un jeu tactique complexe, où la victoire reposait sur la discipline, la manœuvre et un commandement avisé. Le mythe selon lequel tout le monde croyait que la Terre était plate au Moyen Âge est l'un des plus persistants. On l'utilise souvent pour illustrer la prétendue ignorance de cette époque. En réalité, toute personne instruite au Moyen Âge, qu'il s'agisse d'un moine ou d'un chevalier, savait que la Terre était sphérique. L'idée de la sphéricité terrestre était déjà connue depuis la Grèce antique, grâce à des érudits comme Aristote et Ptolémée.
Leurs travaux étaient activement étudiés dans les universités médiévales. Les preuves étaient d'ailleurs manifestes. Les navires disparaissant derrière l'horizon, d'abord la coque, puis le mât, le changement de position des étoiles lors d'un voyage vers le nord ou le sud, ou encore l'ombre circulaire de la Terre sur la Lune pendant les éclipses. Ce mythe de la Terre plate fut en réalité inventé et largement diffusé au XIXe siècle par des écrivains. Leur objectif était d'opposer la modernité jugée progressiste à un Moyen-Âge qu'ils qualifiaient de obscur et de superstitieux. Les véritables débats de l'époque portaient non pas sur la forme de la Terre, mais plutôt sur ses dimensions et sur ce qui se trouvait de l'autre côté du globe. On imagine souvent les châteaux médiévaux comme de simples blocs de pierre, sombres, froids et peu accueillants. Certes, comparés aux habitations modernes, ils n'étaient pas le summum du confort, mais leurs occupants mettaient tout en œuvre pour rendre leur quotidien le plus douillet possible. Dans les pièces de vie, les murs étaient fréquemment recouverts de boiseries, enduits et peints de couleurs vives, ou bien tendus de tapisseries et de tapis. Ces tapisseries n'étaient pas seulement décoratives, elles jouaient également un rôle essentiel d'isolation thermique. Chaque pièce disposait d'une grande cheminée, fournissant à la fois chaleur et lumière. Les sols étaient tout pavés de dalles ou recouverts de bois et souvent par-dessus, on installait des tapis ou plus simplement des joncs et des herbes sèches que l'on renouvelait régulièrement. Le mobilier était lourd et fonctionnel, de grands lits à baldaquin qui servaient également de rempart contre les courants d'air, des coffres pour le rangement, des tables et des bancs. En fin de compte, la vie de château était bien moins austère que l'image que l'on s'en fait habituellement. On croit souvent, à tort, que la cuisine médiévale était primitive et insipide. Ce n'est absolument pas le cas, du moins chez la noblesse. La table des seigneurs féodaux était d'une complexité et d'un raffinement étonnants. Ils adoraient les épices venues d'Orient, poivre, cannelle, clous de girofle, noix de muscade et gingembre. Ces épices n'étaient pas seulement un signe extérieur de richesse, elles étaient également utilisées pour la conservation des aliments et pour masquer le goût des produits qui n'étaient pas toujours très frais. Les cuisiniers préparaient des plats élaborés, des pâtés, des rôtis de plusieurs espèces d'oiseaux emboîtés les uns dans les autres, ou encore des gelées de toutes les couleurs. Ils raffolaient des sauces souvent concoctées à base de vin, de vinaigre et d'herbes aromatiques. Le sucre étant extrêmement cher, le miel était l'édulcorant le plus couramment utilisé. L'alimentation des gens du peuple était bien sûr beaucoup plus simple, principalement composée de bouillie, de pain, de légumes et très rarement de viande. Mais même eux s'efforçaient de diversifier leur quotidien grâce à l'utilisation d'herbes et de plantes sauvages. Revenons maintenant aux Vikings et à leur armement. Dans les films et les jeux vidéo, les Vikings sont souvent représentés brandissant d'énormes haches à 2 mains. Ces haches ont certes l'air impressionnantes et brutales, mais, tout comme pour les épées des chevaliers, il s'agit là d'une exagération. Oui, les Vikings utilisaient des haches de guerre, et c'était même une arme très populaire. Cependant, la plupart étaient des haches à 1 main, similaires aux outils de travail quotidien, mais dotées d'un manche plus long et d'une lame plus étroite. Le plus célèbre d'entre eux était la hache danoise, ou brodex. Celle-ci possédait un long manche pouvant atteindre 1,5 m et une lame large, mince, en forme de croissant. On se battait effectivement avec cette hache à 2 mains. C'était une arme redoutable, capable de transpercer un bouclier ou une armure. Toutefois, elle nécessitait beaucoup d'espace pour être maniée et laisser le guerrier exposé aux attaques. C'est pourquoi la majorité des Vikings privilégiaient une combinaison plus polyvalente, une hache à 1 main ou une épée accompagnée d'un bouclier. Abordons un autre mythe tenace concernant les Vikings, leur rite funéraire. On voit souvent au cinéma cette scène dramatique où le corps du chef défunt est placé sur une embarcation. Celle-ci est poussée au large, puis incendiée par une flèche enflammée lancée depuis la côte. Si l'image est belle et spectaculaire, la réalité historique est tout autre. Certes, les sépultures en bateau ont bel et bien existé, mais elles constituaient un rituel extrêmement rare et onéreux, réservé uniquement aux individus les plus nobles. Surtout, l'embarcation n'était pas incendiée en mer. Elle était tirée sur la terre ferme et enterrée
sous un monticule de terre formant ainsi un tumulus. Le défunt était accompagné de ses armes, de ses bijoux, de ses outils, ainsi que d'offrandes, incluant des animaux sacrifiés et, parfois, des serviteurs destinés à l'accompagner dans l'au-delà. La crémation ou incinération était également une pratique courante chez les Vikings, mais elle s'effectuait systématiquement sur la terre ferme. Les cendres étaient ensuite soigneusement recueillies et inhumées dans une urne. En conclusion, le drakkar en flammes dérivant sur les flots n'est hélas qu'une magnifique invention forgée par le romantisme du XIXe siècle. Christophe Colomb est souvent présenté comme le découvreur de l'Amérique. Cependant, nous savons que les Vikings l'ont devancé de 5 siècles. Vers l'an 1000 de notre ère, le navigateur islandais Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge, celui qui avait découvert le Groenland, a atteint les côtes de l'Amérique du Nord. Il a baptisé ces nouvelles terres Helluland, la terre des pierres plates, Markland, le pays des forêts, et Vinland, que l'on traduit par pays du vin ou terre des pâturages. Au Vinland, les Vikings ont même établi une petite colonie. Pendant très longtemps, ces récits, consignés dans la saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais, ont été considérés comme de simples légendes. Mais en 1960, sur l'île de Terre-Neuve, précisément à l'Anse aux Meadows, des archéologues ont mis au jour les vestiges d'un établissement scandinave. Cette découverte a entièrement confirmé l'authenticité des sagas. Ce campement n'a pas fait long feu. Les Vikings ont dû l'abandonner en raison de conflits avec les populations locales, qu'ils désignaient sous le nom de Skrælings. Les berserkers sont ces guerriers vikings légendaires qui, d'après les sagas, combattaient dans une rage folle, insensibles à la douleur, allant jusqu'à mordre leurs boucliers et foncer sur l'ennemi sans armure. On disait qu'ils étaient possédés par l'esprit de l'ours ou du loup. Cette image du guerrier en transe est restée extrêmement populaire. Mais qui était-il réellement? Les chercheurs et historiens continuent de débattre et plusieurs théories s'opposent. Selon une première hypothèse, les berserkers atteignaient cet état de fureur grâce à des pratiques rituelles et une forte autosuggestion. Une autre suggère qu'ils consommaient des substances psychotropes comme une décoction à base d'amanite tumouche, le champignon hallucinogène. La troisième théorie avance l'idée qu'il pouvait s'agir d'individus souffrant de troubles psychiatriques tels que l'épilepsie, dont les crises interprétées sur le champ de bataille passaient alors pour une rage divine. Quoi qu'il en soit, il est probable que les berserkers aient été des guerriers bien réels, peut-être membres de cultes militaires spécifiques, utilisant cette fureur, même contrôlée, comme moyen tactique pour terroriser et intimider l'ennemi. Restons un moment sur le thème des pirates. L'idée reçue est que l'âge d'or de la piraterie a duré des siècles. Pourtant, cette période la plus célèbre d'activité fut étonnamment courte. Les historiens la situent généralement dans la période allant de 1650 à 1730 environ. Mais l'apogée de l'activité, celle où sévissaient les grandes figures comme Barbe Noire, Calico Jack et Bartholomew Roberts, s'est déroulée sur une période encore plus restreinte, de 1716 à 1726. À peine 10 ans, qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel essor? Essentiellement la fin de la guerre de succession d'Espagne. Des milliers de corsaires et de marins de guerre se retrouvèrent sans emploi. Ne voulant pas sombrer dans la misère, ils se sont reconvertis dans la piraterie. Cette période prit fin grâce à l'action coordonnée des marines militaires des grandes puissances. Ces dernières ont lancé une chasse active contre les pirates, rendant ce commerce beaucoup trop périlleux. Rappelez-vous la célèbre scène de Pirates des Caraïbes, celle où les héros sont abandonnés sur une île déserte. Ce châtiment, connu sous le nom de marooning, était bel et bien pratiqué par les pirates. Il était considéré comme plus humain que le simple meurtre. On déposait le membre d'équipage fautif ou le capitaine d'un navire capturé sur une petite île déserte, souvent éloignée des routes maritimes. On lui laissait un peu d'eau potable, une arme, souvent un pistolet chargé d'une seule balle, et parfois une bouteille de rhum. Le choix était simple, entre une mort lente par la faim et la soif ou un suicide rapide. Les chances d'être secouru étaient infimes, mais elles n'étaient pas nulles. Le cas le plus célèbre reste celui d'Alexander Selkirk,
un marin écossais qui demanda lui-même à être abandonné sur une île après une dispute virulente avec son capitaine. Il y vécut en solitaire pendant plus de 4 ans, avant d'être finalement récupéré par un navire de passage. C'est cette histoire qui inspira le célèbre roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Une idée reçue veut que les pirates n'étaient que des brutes épaisses et sans éducation. Bien sûr, la majorité d'entre eux étaient de simples marins. Cependant, parmi les capitaines pirates, on trouvait des individus remarquablement instruits. Prenons l'exemple de Bartholomew Roberts, l'un des plus grands succès de la piraterie. Il était célèbre pour ses manières très raffinées, son goût pour les vêtements élégants et la musique. Roberts était abstinent et veillait scrupuleusement à ce que les offices dominicaux soient respectés à bord de son navire. William Dampier, qui rejoignit les rangs des pirates à plusieurs reprises, était quant à lui un navigateur, un explorateur et un écrivain de grand talent. Ses récits de voyage connaissaient un succès phénoménal en Angleterre. De nombreux pirates étaient d'excellents cartographes et de fins navigateurs. Pour exercer ce métier avec succès, il fallait impérativement savoir lire les cartes, maîtriser les instruments de navigation et effectuer des calculs précis. La société pirate était donc loin d'être aussi uniforme et rudimentaire que l'on pourrait le croire. On s'imagine souvent les pirates engagés dans des batailles épiques contre les grands vaisseaux de guerre de la Royal Navy. De telles confrontations arrivaient, bien sûr, mais elles se terminaient généralement de manière tragique pour les flibustiers. Pourtant, la cible principale des pirates n'était pas les navires militaires, mais les navires marchands, souvent appelés les bâtiments de commerce. Ces derniers étaient lents, peu ou mal défendus, et transportaient des cargaisons de grande valeur, sucre, tabac, étoffes, esclaves, et surtout de l'or. C'est ce type de proie que traquaient les pirates. Leur tactique consistait à isoler une cible vulnérable et à frapper par surprise. Engager le combat avec un bâtiment de guerre bien armé qui, de surcroît, transportait des centaines de soldats plutôt que des richesses, représentait un risque insensé pour eux. C'est pourquoi ils faisaient tout pour éviter les patrouilles de la marine. Leur activité, c'était le pillage, pas la guerre. Revenons à nos chevaliers. L'idée reçue est que, par leur armure et leur formation, ils étaient invincibles sur les champs de bataille. L'histoire médiévale, cependant, regorge d'exemples de déroutes totales subies par les armées de chevaliers face à des adversaires apparemment inférieurs. Pensons par exemple à la bataille de Courtrai en 1302. Les miliciens flamands, simplement équipés de piques et de godendag, y écrasèrent les chevaliers français. À Crécy et à Azincourt, les archers anglais, armés de leurs redoutables longbows, ont littéralement massacré la fine fleur de la chevalerie française. Et que dire des fantassins suisses, armés de leurs hallebardes et de leurs piques, ils semaient la terreur parmi les cavaleries du continent. Le chevalier était sans conteste une force redoutable, mais son efficacité dépendait de conditions très strictes, notamment un terrain dégagé permettant à sa cavalerie de prendre toute sa vitesse. En revanche, sur terrain accidenté, face à une infanterie disciplinée ou sous une grêle de flèches, la charge s'enlisait. Les guerriers, pourtant bardés d'acier, devenaient subitement des cibles inertes et extrêmement vulnérables. On entend souvent dire, dans les livres et les films, que le chevalier ne possédait qu'une seule monture de combat, un fidèle et loyal compagnon. En réalité, un chevalier aisé possédait plusieurs chevaux, chacun ayant un rôle bien défini. La plus importante de ces montures était le cheval de bataille, que l'on appelait le destrier. C'était un étalon massif, puissant et spécifiquement dressé, capable de supporter le poids du chevalier en armure sans jamais s'effrayer du tumulte du champ de bataille. Ces animaux valaient une fortune et étaient donc extrêmement préservés pendant les combats. Pour les longues marches et les voyages, on utilisait un autre cheval, plus endurant et plus calme, le fameux palefroi. Pendant ce temps, le destrier, précieux, était mené en laisse par l'écuyer. Il faut également ajouter les chevaux de bas ou chevaux de somme, destinés au transport des lourdes armures, des armes et des provisions. L'intendance du chevalier était donc une entreprise complexe, où les chevaux jouaient un rôle absolument essentiel. Perdre son destrier lors d'une bataille était, pour le chevalier, une catastrophe aux conséquences considérables. Au cinéma,
On a l'habitude de voir des chevaliers assiéger des châteaux avec d'immenses tours de siège et des béliers. Ces sièges d'envergure existaient bien, mais ils étaient extrêmement longs, coûteux et risqués. C'est pourquoi on cherchait à les éviter. Le plus souvent, les châteaux étaient pris par la ruse, la trahison ou, surtout, par l'usure. Les assiégeants coupaient toutes les voies d'accès, privant ainsi la garnison de ravitaillement en eau et en nourriture. Ils attendaient que la faim et la maladie forcent les défenseurs à se rendre. Cette méthode était certes longue, mais elle avait fait ses preuves. Une autre tactique populaire était la sape. Les sapeurs creusaient un tunnel sous le mur du château, le renforçant avec des étais en bois. Ensuite, on mettait le feu à ces étais. La voûte s'effondrait alors, créant une brèche dans la muraille. Et bien sûr, il restait toujours l'espoir de corrompre un membre de la garde pour qu'il ouvre les portes durant la nuit. L'assaut direct restait l'ultime recours, uniquement envisagé lorsque toutes les autres méthodes avaient échoué. Il est de notoriété publique que le Moyen-Âge est souvent perçu comme une ère de stagnation et de régression, les fameux siècles obscurs, coincés entre la splendeur de l'Antiquité et l'éclat de la Renaissance. D'ailleurs, cette appellation péjorative a été forgée par les humanistes de la Renaissance eux-mêmes, dans le but d'exalter la grandeur de leur propre siècle. Pourtant, les faits montrent que le Moyen-Âge fut en réalité une période foisonnante de changements majeurs et d'innovations cruciales. C'est à cette époque que nous devons l'émergence des universités, l'architecture gothique, mais aussi des inventions fondamentales comme l'horloge mécanique, les lunettes, la boussole, la poudre à canon et même l'imprimerie. L'agriculture, elle aussi, connut une véritable révolution grâce à l'invention de la lourde charrue à roues, du collier d'épaule pour les chevaux et de l'assolement triennal. Ces innovations permirent d'accroître considérablement les rendements et de subvenir aux besoins d'une population en pleine expansion. Certes, l'histoire médiévale fut marquée par des pages sombres, notamment les épidémies de peste et les conflits incessants. Néanmoins, qualifier toute cette période millénaire de noire ou obscure n'est rien d'autre qu'une simplification réductrice et profondément injuste. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Les Vikings se sont révélés être des commerçants hygiéniques et des explorateurs, loin des clichés de sauvages cornus. Quant aux pirates, ce sont plus des hommes d'affaires pragmatiques, régis par leur propre contrat de travail, que de romantiques chasseurs d'aventures munis de cartes au trésor. Et sous les armures scintillantes des chevaliers se cachaient des intentions loin d'être toujours nobles, leur code d'honneur ne dépassant souvent pas les pages des romans. Nous avons pu constater que l'histoire réelle est bien plus complexe, plus nuancée et, soyons honnêtes, beaucoup plus captivante que les clichés hollywoodiens éculés. La vérité sur le passé n'est pas une image en noir et blanc, mais une mosaïque complexe de faits où chaque pièce vient modifier notre perception générale. Merci d'avoir regardé cette vaste enquête jusqu'au bout. Si vous avez aimé déconstruire ces mythes avec nous, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche. Et maintenant, la question essentielle, lequel de ces 50 mythes vous a le plus surpris? Ou peut-être connaissez-vous une autre idée reçue que nous n'avons pas mentionnée? J'attends vos histoires et vos témoignages dans les commentaires.